Ça arrive, le son, l'image. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à toutes. Vous êtes impatients apparemment. Je vois Jean-Claude qui dit ni son ni image. Mais justement, avant de démarrer la conférence, est-ce que vous pouvez nous dire si vous nous voyez là maintenant? Son et image, là, de suite, là. Que je vois. Domingo. Mais Pas de son, pas non. d'image, ils sont là. Merci, ok. Est-ce que c'est bon? Ok, dit Claire. Parfait. Ok, super, tout fonctionne. Merci Karine, merci Claire, merci Louise. Eh bien, bonsoir. Bonsoir à vous tous, bonsoir à vous toutes, parce que je vois qu'il y a des hommes. Aujourd'hui, sur un thème, nous avons le thème de cette conférence, c'est sur le suicide, un sujet lourd, grave, qui parfois qui touche beaucoup de monde, mais parfois on n'en parle pas toujours, ni d'ailleurs entre nous, je veux dire entre proches et personnes qui se suicident, ni non plus, comment dirais-je, je pense que Marie-Noël va nous en parler, car c'est une conférence de Marie-Noël que vous connaissez déjà, qu'on a vue il n'y a pas longtemps, au mois de janvier. Et donc, sur le suicide, ce thème qui est assez grave, dramatique, mais et dont on ne parle pas toujours, on met un mouchoir dessus, on n'en parle pas et ça devient de plus en plus lourd lorsqu'on n'en parle pas. Donc, bah, écoute, c'est toi qui vas pouvoir le mieux en parler, hein, nous parler de toutes les facettes Ouais. de ce drame qu'est le suicide, aussi bien pour les personnes qui ont fait une tentative de suicide, qui s'en sont sorties, entre guillemets, et puis les proches, évidemment, qui sont aussi fortement touchés par un tel drame. Donc, mais avant de commencer, Marie-Noël, je vais t'inviter à te présenter, comme d'habitude, D'accord. et de nous parler de ton parcours. Et puis, eh ben, on démarre tout de suite derrière la conférence. Ok. Voilà. Eh bien, bonsoir à tout le monde. Et puis, merci, un grand, grand merci d'être présent ce soir. Alors, ce sujet me tient particulièrement à cœur, de par mon expérience de vie. Et j'avais vraiment envie de sortir le suicide du placard. Pourquoi cette envie de sortir le suicide du placard? Tout simplement pour aider toutes les personnes qui ont pu faire des tentatives de suicide, ou bien aussi pour toutes les personnes qui ont eu un proche qui est décédé suite à un suicide, pour permettre de retirer, de faire comprendre que le poids de la culpabilité, de la honte, on a besoin de l'enlever. Et pour retirer ce genre de poids, il est important de parler, de sortir les thèmes de leur placard. Donc ce soir, je vais sortir ce thème du suicide du placard. Alors, je suis un peu émue, je vais vous dire pourquoi. Euh, Parce que bon, c'est vrai que j'ai commencé directement sans me présenter, donc certains me connaissent, d'autres non. Donc moi, je suis médium guérisseuse et j'ai la capacité à percevoir les esprits. Et depuis ce matin, j'ai eu beaucoup de visites d'esprits par rapport à ce thème. Et comme j'ai aussi la faculté de ressentir les douleurs et les émotions des personnes, donc ce soir, je n'ai pas que mes émotions à moi, mais j'ai les émotions des personnes du groupe et puis de tous ces charmants esprits qui sont autour de moi depuis ce matin et qui se bousculent pour prendre la parole. Voilà. Donc, la conférence ce soir, je vais essayer de la structurer. C'est pas mon habitude, mais je vais quand même essayer pour ne rien oublier par rapport au message que j'ai vraiment envie de faire passer ce soir. La première partie va être consacrée donc au suicide pour les personnes qui passent à l'acte. Qu'est-ce qui pousse une personne à passer à l'acte et qu'est-ce que les proches auraient pu faire? Cette fameuse question que l'on se pose après le départ de quelqu'un, mais qu'est-ce que j'aurais pu faire pour éviter ça? Eh bien, je répondrai à cette question. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et puis ensuite, j'aimerais parler d'une autre forme de suicide qui m'a touchée de près également. C'est la maladie. Certaines maladies, dans le cancer, euh, par rapport à l'accompagnement que j'ai pu faire pour certaines personnes, je me suis rendu compte que certaines formes de maladies étaient aussi des suicides déguisés.
Alors, je vais vous raconter ce soir, ça va vraiment être mon histoire. Parce que ça, si je vous parle du suicide et de la dépression nerveuse ce soir, c'est que pendant 30 ans, j'ai vécu dans ce schéma-là. Et qu'aujourd'hui, j'en suis sortie. Donc, je peux parler de cette expérience pour l'avoir vécue de l'intérieur et puis aussi de l'extérieur, parce que j'ai eu un suicidé dans ma famille très proche. Donc moi, quand je suis arrivée au monde, sincèrement, au plus loin que je me souvienne, je me sentais mal. J'étais en souffrance énorme. J'arrivais pas à trouver ma place dans ma fratrie. J'étais vraiment très malheureuse et je me sentais, mais d'une solitude infernale. La première fois où je suis passée à l'acte, où j'ai voulu mourir, j'avais 13 ans. Donc aujourd'hui, on en parle aussi de temps en temps des suicides chez les jeunes. Mais à l'époque, j'avais 13 ans. Alors c'est vrai que beaucoup de personnes peuvent se poser la question, mais à 13 ans, qu'est-ce qu'on connaît de la vie? Pourquoi est-ce qu'on a envie de mourir? C'est pas une histoire de connaître ou de pas connaître la vie. C'est pas une histoire d'être aimé ou de pas être aimé. Parce que dans ma famille, mes parents m'aimaient, mes grands-parents m'aimaient, mes frères et sœurs, même si on se chamaillait, ils m'aimaient. Mais moi, je ne ressentais pas cet amour. J'étais totalement fermée dans ma souffrance, dans ma solitude. Et j'avais vraiment l'impression que quoi que je fasse, je souffrirais toujours. Toujours. Il n'y avait rien pour enlever cette douleur. Même, je ne sais pas, je faisais du hand à l'époque en tant qu'amatrice, je n'étais pas une pro. J'aimais jouer au hand. J'aimais cette sensation, vous savez, de marquer et tout. Mais je portais ce poids de souffrance à l'intérieur. Et ce jour-là, donc j'avais 13 ans, j'arrivais pas à avoir d'amis comme les autres enfants. J'étais vraiment quelqu'un de spécial, comme on disait. Puis j'avais un passé, un secret de famille que je portais par rapport à ma naissance. Et puis, vous savez, ce qui m'a le plus fait mal, c'est tous les non-dits. C'est tout ce qu'on ne dit pas. Et quand on est enfant, tous ces non-dits, on les imagine. Et on imagine des choses qui sont peut-être très loin de la vérité. Et à 13 ans, donc un jour, j'en pouvais vraiment plus. J'arrivais même pas à pleurer, tellement j'avais mal. Tout était fermé, tout était bloqué à l'intérieur. Et puis, je suis passée à l'acte, tout simplement. Mon papa prenait un traitement pour dormir. Et je me suis cachée dans ma petite cabane au milieu des animaux parce que je me sentais bien qu'au milieu des animaux, des humains, c'était pas mon top. Et j'ai avalé les médicaments de mon papa. Mes parents m'ont retrouvée le lendemain matin. J'étais inconsciente. Mais pour mes parents, c'était un choc terrible parce que la première chose qu'ils ont pensé, c'était mais qu'est-ce qu'ils vont dire dans le village? J'habitais un tout petit village de 300 habitants. Donc, ils n'ont pas du tout fait intervenir les pompiers. Je n'ai pas été transportée à l'hôpital. Ils ont appelé à la rescousse le médecin de famille qui leur a expliqué mon geste. Donc, on m'a allongée dans le lit de mes parents et puis on a fait venir, ils ont fait venir un infirmier. Donc, on m'a posé un goutte à goutte. Je m'en suis sortie. Je n'avais pas avalé tellement de médicaments, je ne pense pas. Je suis restée dans le coltard quelques jours. Et ce qui a été le plus difficile, c'est quand je suis sortie de ce coltard. Le regard des autres. Le silence des autres. La vie a repris comme si c'était rien passé. Personne s'est posé la question. Personne n'est venu me voir en me demandant mais pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Non. C'est comme si on avait on avait fermé la porte à ce qu'elle venait de faire et puis la vie reprend, tant bien que mal. Et seulement la souffrance qui m'avait poussée à faire ça, elle a été aggravée par ce silence. J'avais l'impression que tout le monde me regardait comme si j'étais une dingue, une folle. Il y en a même qui m'ont dit elle serait mieux en hôpital psychiatrique, par exemple. Vous voyez, ce genre de petites phrases très sympathiques, alors qu'on souffre. Alors j'ai essayé de grandir avec ma douleur. À 16 ans, j'ai cru que ça y est, j'allais être heureuse. J'ai rencontré un garçon, le premier amour de jeune fille. Et on a passé 2 ans un peu idylliques. Voilà, j'avais de la tendresse, il me donnait de la tendresse, il me faisait des bisous, chose que je ne connaissais pas. Et puis malheureusement, il est mort. Il est mort dans un accident de moto et là, mon monde s'est écroulé. Parce que quand je l'ai rencontré, il a vraiment été ma bouée de sauvetage. Et à partir de cet instant où j'ai perdu cet amour de ma vie,
la souffrance que j'avais déjà, que je cumulais depuis mon enfance, tous ces non-dits, toutes ces souffrances qui n'étaient pas dites, il n'y avait pas de mots pour l'exprimer, et puis personne ne voulait l'entendre non plus, ma souffrance, même pas les médecins. Et là, je suis tombée au fond du trou. Et à partir du moment de la mort de mon compagnon, de Joël, j'ai essayé par tous les moyens de fuir cette vie. Alors, les tentatives de suicide, j'en ai fait quelques-unes. Hein. Alors, il y en a certains qui se diraient, mais elle est complètement dingue. J'en ai fait à peu près une dizaine. C'est-à-dire que régulièrement, quand je ne pouvais plus vivre avec ma souffrance, je me suicidais. Alors, il y a certains qui diront des appels au secours. Oui, c'est vrai. Parfois, c'était des appels au secours pour attirer l'attention sur moi, pour montrer que j'existais. Parce que le mal dont je souffrais, c'était cette impression d'être invisible, cette impression de ne pas exister, de ne pas avoir ma place. Et surtout, cette incapacité à pouvoir l'expliquer. Alors, autour de moi, les gens, c'est pas qu'ils m'aimaient pas, qu'ils ne s'intéressaient pas à moi, mais on n'en parle pas du suicide. Et puis, vous savez, en plus, à l'époque, c'était un peu comme une maladie honteuse, quoi. C'était les dingues, voilà. Alors que même si on est dingue, on a le droit d'être respecté. Donc, j'ai continué comme ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les autres fois où je suis passée à l'acte, quand je me réveillais à l'hôpital, j'attendais du réconfort. J'attendais, je sais pas, un mot gentil, qu'on me prenne la main, qu'on m'écoute, qu'on me pose des questions, qu'on me dise, mais c'est quoi votre souffrance? Qu'est-ce qui vous arrive? Et non, j'avais le droit à, oui, vous vous rendez compte ce que vous avez fait, vous êtes une égoïste, vous pensez qu'à vous, est-ce que vous avez pensé à votre famille? Après, j'avais des enfants, j'ai fait des tentatives de suicide, même si j'étais une maman, même si j'adorais mes enfants, parce que j'étais convaincue que cette souffrance que je portais en moi, qui me bloquait dans tous les domaines de ma vie, ben pour moi, j'étais plus un fardeau pour ma famille, même pour mes enfants. Combien de fois, vous savez, avant de passer à l'acte, on ne décide pas de passer à l'acte comme ça, sans réfléchir. J'ai posé le pour et le contre à chaque fois. Et je me disais, mais qu'est-ce que je peux apporter à mes enfants? Une mère dépressive qui reste au fond de son lit, qui n'a même plus le courage de se lever, même plus le courage de s'habiller. J'avais plus envie de rien, j'avais juste une envie, rester au fond de mon lit, tout simplement, qu'on me fiche la paix. Et c'est le paradoxe, hein, parce qu'on souffre de solitude profonde et en même temps on a envie d'être seul. Puis on a envie d'être seul dans un but, hein, qu'on arrête de nous dire des phrases bateaux. Mais allez, secoue-toi, mets-toi un coup de pied au derrière. Mais non, tu vas voir, arrête de penser et tout. Mais quand on est dans la souffrance, et quand cette souffrance, elle est tue, elle n'est pas écoutée, elle est enfermée dans le silence, hein, qu'est-ce qui nous reste? Parce que nos proches, c'est pas qu'ils nous aiment pas, c'est pas ça. Mais ils sont impuissants face à notre souffrance. Et quand on est impuissant, ben, on évite d'en parler. Et on survit, on essaie de survivre. Alors j'ai passé des années comme ça, à toujours essayer de trouver une solution pour partir de ce monde. Et puis quand j'ai vu que ça ne marchait pas, ben, c'est dingue, hein. Ben, je suis tombée malade. Voilà, je me suis dit, on va trouver une autre solution, enfin inconscient, hein. C'est pas un beau matin, je ne me suis pas levée en me disant, allez hop, tu vas tomber malade. Et j'ai commencé pendant 10 ans à aller de maladies lourdes, hein, à des opérations, à des arrêts cardiaques, coma, etc. Mais il n'y avait rien à faire, hein. Là-haut, ils ne voulaient pas de moi apparemment. Ils me renvoyaient à chaque fois ici. Aujourd'hui, je comprends. Je comprends pourquoi je suis restée et ce que j'ai à faire, hein, aujourd'hui. Mais c'était dingue, je n'arrivais pas à partir, quoi. Alors, je me suis posé beaucoup de questions sur le suicide, hein. Donc, ma vie, elle a continué comme ça jusqu'au jour où j'ai compris de quoi je souffrais, quelle était cette souffrance, et que j'ai trouvé des moyens, des outils pour me sortir de cette dépression dans laquelle j'étais depuis ma naissance. Parce que franchement, je peux vraiment dire que je suis dépressive. Enfin, j'étais dépressive au moment même où j'ai poussé mon premier cri, je pense, hein. Parce que même toute petite, j'ai jamais été une enfant, on va dire, de très gaie. Et j'ai compris, enfin, j'ai appris par rapport à mon expérience, hein, ce qui provoquait chez moi, comment je m'en suis sortie, j'ai tout analysé. Et puis après, par rapport aux accompagnements que j'ai pu faire, j'ai trouvé des points communs au niveau de toutes ces personnes qui comme moi, sont ce qu'on appelle des dépressifs. J'aime pas ce terme, mais bon, c'est le terme qu'on emploie. Alors à mon époque, c'était maniaco-dépressif. Après, je suis passée bipolaire parce qu'ils avaient changé les appellations. Aujourd'hui, je pense que c'est toujours bipolaire, je ne sais pas comment ils appellent ça.
On aime bien mettre des étiquettes. Mais le problème de ces étiquettes qui sont mises sur des maladies, c'est que ce qu'ils oublient, c'est que derrière ces maladies, il y a des personnes. Ce n'est pas des numéros de chambre simplement. Et ces étiquettes qu'on appose sur des maladies, c'est comme si on mettait un panneau dans le dos de la personne. Et à chaque fois, moi, ce qui m'a marqué le plus pour mes retours à la vie, c'est ce sentiment de honte que j'avais. Plus j'avançais dans la dépression, plus j'essayais de mettre un terme à ma vie, et plus j'avais honte, et plus j'alourdissais ma souffrance. Donc c'est très compliqué de s'en sortir. Et si on prend cette décision, alors là, je voudrais m'adresser aux personnes qui ont perdu des proches, qui se sont suicidés ce soir. J'aimerais vous retirer cette culpabilité. Parce qu'à la question du départ, qu'est-ce que les proches pourraient faire pour nous empêcher de passer à l'acte? La réponse que je peux vous donner ce soir par rapport à mon expérience, c'est rien. Rien. La souffrance est tellement terrible à l'intérieur de nous que quand on a vraiment cette intention d'arrêter cette souffrance, c'est pas pour embêter les gens que l'on veut mettre un terme à sa vie. C'est pour que la douleur s'arrête. Vous savez, il y a une échelle de la douleur. C'est de 0 à 10. Ben, dans ces moments-là, je peux vous assurer que j'étais pas à 10 sur l'échelle de douleur. J'étais à 100. C'est-à-dire que c'est une douleur, il n'y a rien pour la calmer, cette douleur. J'ai mal au dos, je vais prendre un comprimé. Mais quand j'ai mal dans mon cœur, j'ai mal dans mes tripes, j'ai mal dans mon être, il n'y a pas de pilule miracle. Alors si, c'est vrai, il y a des antidépresseurs. Ouais, mais ça, c'est pas le top non plus. Hein. Moi, ça m'a pas réussi du tout. Hein. Chaque fois qu'on me mettait sous antidépresseurs, j'essayais de faire une tentative de suicide. Donc, voilà. Donc, pendant des années, à peu près, je vais dire 30 ans, j'ai avalé des tonnes d'antidépresseurs, des tonnes de Lexomil, et puis toutes sortes de médicaments, des psychotropes. Enfin, bon, ils ont tout essayé. J'étais suivie à Sainte-Anne. Enfin, bon, là, j'ai eu beaucoup de traitements. Et aujourd'hui, je peux vous assurer, d'ailleurs, beaucoup de gens me connaissent ce soir, que là, je suis complètement sortie de cette dépression nerveuse et cette envie de mourir. Et bien au contraire, j'adore ma vie. Et, et j'espère sincèrement que ce témoignage va permettre à des personnes qui sont au fond du trou de retrouver l'espoir de pouvoir en sortir. Parce que je ne suis pas une surfemme, hein, je ne suis pas superwoman, hein, je suis Marie-Noëlle Bon, née dans un petit village au fin fond de la France. Hein, j'ai rien de spécial et j'ai réussi à m'en sortir. Donc je me dis, il n'y a pas d'exception, on peut réussir. Et puis le suicide, c'est vrai que je l'ai connu, on va dire, de l'intérieur pour être passée à l'acte. Puis aussi, je l'ai connu parce que ma tante s'est suicidée. Elle s'est suicidée, c'était en 2000, attendez, je suis en train de calculer dans ma tête, on est en 2018, 2008, ça doit être en 2005, 2006. Et ce suicide de ma tante a été on va dire, un tsunami dans ma famille. Ma tante, c'était une personne, depuis que je la connaissais, qui incarnait la joie de vivre. Enfin, on croyait qu'elle incarnait la joie de vivre. Elle était toujours en train de plaisanter. C'était une femme très courageuse, qui bossait, qui aimait travailler, qui riait, qui avait de la joie, qui aimait plaisanter. Une femme qui se levait très tôt le matin, une femme d'énergie. On se demandait comment elle faisait, elle était toute petite en plus, elle faisait 1,50 m, une petite bonne femme. Mais alors, c'était... Et un jour, le téléphone a sonné. Et on nous a appris qu'elle s'était pendue. Et là, autant quand on a quelqu'un qui est proche de nous, qui est dépressif, comme moi je pouvais l'être avec mes abattements, on se dit, un jour ou l'autre, ça devait arriver. C'est vrai, on dit ça. Mais une personne qui est toujours souriante, qui est gaie, qui donne ce visage, parce que, entre nous, elle portait un masque, ma tante. Ce jour-là, quand ce téléphone a sonné, je me dirais toujours de ma maman. Ma maman, c'était pas une femme qui montrait ses émotions. Hein. Elle était adorable, hein, mon Dieu, elle est morte, alors je ne vais pas dire de mal des morts, non, mais c'est pas vrai. Mais c'était une femme qui avait été élevée à la dure, hein, elle était élevée à la campagne, elle était paysanne, il n'y avait pas de sentiments chez moi, pas d'émotion. Mais ce jour-là, sur le visage de ma mère, j'ai vu quelque chose qui s'est éteint. Mais vraiment, je ne sais pas, il y a quelque chose, c'est comme si
le jour où elle a répondu à ce coup de téléphone, c'est comme si un voile s'était posé sur son visage. 2 ans après, ma mère a eu un cancer. Et je l'ai accompagnée donc, dans ces derniers moments. Ça a été très rapide. Et j'étais avec elle 24 heures sur 24. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai parlé avec ma mère beaucoup plus en ces 8 jours que les 40 années qui avaient passé entre nous, quoi. Et là, elle me parlait de ce cancer. Déjà, quand elle m'a annoncé qu'elle avait un cancer, elle était pratiquement contente d'avoir un cancer. Bien sûr, quand elle m'a appelée, elle n'était pas du tout abattue. J'étais surprise. Et puis, en discutant avec elle, elle m'a dit quelque chose qui m'a marquée. Elle m'a dit, ta tante, elle a osé se suicider. Et ma mère, elle était croyante, pratiquante. Et pour elle, le suicide, c'était péché. Donc, elle a trouvé une autre solution, c'était le cancer. Et elle me l'a clairement dit. Elle m'a dit, de toute façon, j'ai plus rien à faire ici. Elle était tellement dans cette souffrance, donc elle a perdu sa sœur aussi, vous verrez, mon père, son frère. Et donc, elle avait plus l'envie de vivre. Et elle s'est laissée mourir par le cancer, qui était une maladie, une mort beaucoup plus digne, parce que ce terme digne, je l'ai entendu, que de mourir par un suicide. Parce que beaucoup de gens disent que le suicide, il faut être lâche pour faire ça. Il faut être égoïste. Qu'est-ce que les gens ont pu l'entendre, ce truc-là? Vous êtes égoïste, vous êtes lâche, vous n'êtes pas capable de faire face à votre vie, etc. Mais je ne pense pas que ce soit une question de lâcheté ou d'égoïsme, non. Je pense que simplement c'est une question de souffrance intérieure violente. Et ce que j'ai remarqué au fil de toutes ces années, où je me suis auto-analysée, où je suis allée voir aussi des psys, des thérapeutes, et après j'ai fait des accompagnements de personnes, mais j'ai remarqué que de toute façon, toutes les souffrances, quelles qu'elles soient, il n'y a pas de petite ou de grosse souffrance. Il y a un être, il y a sa souffrance. Et je ne pense pas qu'on soit en capacité ou qu'on ait même le droit de juger la souffrance de qui que ce soit. Parce que la souffrance, elle est personnelle. Et ce que je comprends par rapport à ce que je suis aujourd'hui, ce que je fais, c'est que toute cette souffrance que j'ai pu vivre, parce que croyez-moi que c'était, là j'ai un peu le sourire, mais à l'époque je l'avais pas du tout, cette douleur, vous savez, vous vous levez le matin avec la douleur de vivre, vous vous couchez le soir avec la douleur de vivre. Quel est l'espoir? Vivre comme ça toute notre vie, jusqu'à 80 ans dans la douleur? Non, la souffrance, tant qu'elle n'est pas exprimée et tant qu'on n'a personne pour entendre et la comprendre, notre souffrance. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui étaient prêts à m'écouter. Mais si vous n'avez pas de réel problème, c'est-à-dire vous n'avez pas un gros problème dans votre vie, les gens n'arrivent pas à comprendre pourquoi vous êtes mal, pourquoi vous êtes dépressif. Moi, je me souviens d'un médecin que j'avais consulté, après, je ne sais plus laquelle, tentative de suicide. Il m'avait dit une phrase qui m'a toujours marquée d'ailleurs. Il m'avait dit, vous savez, dans les cas de dépression, la dépression qui est provoquée par un choc émotionnel, on arrive à la guérir. Mais les dépressifs comme vous, il n'y a aucune solution. Je ne vous dis pas, vous venez d'essayer de vous suicider, et là, vous trouvez un médecin qui vous dit ça. Ça vous donne énormément envie d'essayer de continuer à aller mieux, quoi. Donc, le message que je voudrais faire passer ce soir, c'est vraiment que si ce soir, parmi vous, il y a des personnes qui ont fait des tentatives de suicide, et je pense qu'elles comprennent de quoi je parle, c'est pas normal d'avoir honte. C'est pas normal, parce que si on a honte d'avoir fait une tentative de suicide, ça veut dire qu'on a honte de notre souffrance. Et si on a honte de notre souffrance, on ne peut pas l'exprimer. Donc, pour commencer à guérir et aller mieux, déjà, c'est pouvoir exprimer, accepter le geste qu'on a fait. Moi, je peux vous dire, pendant des années, j'étais incapable de parler de ces actes suicides que j'avais faits. J'en parlais à personne. Je me suis tue pendant des années tellement j'avais honte. Aujourd'hui, vous voyez, j'arrive à en parler devant un auditoire en plus. Parce que j'ai réussi à dépasser cette honte. Parce que j'ai compris que c'est pas juste pour nous qu'on nous colle cette honte, qu'on nous colle des étiquettes de lâche ou d'égoïste ou je ne sais quoi encore. Non, nous sommes des êtres en souffrance. Tout comme la personne qui a mal au dos, qui s'est cassé la jambe ou je ne sais quoi. Nous sommes des êtres en souffrance. Et puis aussi le suicide, il ne faut pas oublier les personnes qui sont dans des souffrances atroces. Vous avez des maladies
Alors, je ne sais pas si vous connaissez le syndrome de la fatigue chronique. C'est une maladie où les personnes ont des douleurs terribles dans tout le corps et une fatigue. Mais quand on dit fatigue, c'est même plus une fatigue, c'est un épuisement. C'est-à-dire qu'ils sont fatigués d'être fatigués. C'est vraiment quelque chose d'horrible. Mais quand la médecine vous dit qu'on n'a aucun remède, il faut essayer de comprendre, la personne, elle n'a pas envie d'affliger tout ça à sa famille. Les personnes aussi qui souffrent de fibromyalgie, vous croyez que c'est une maladie facile à vivre au quotidien, surtout qu'en plus, la plupart des médecins ne la reconnaissent pas. On ne prend pas en compte la douleur aujourd'hui. Alors, on va vous donner des médicaments, des trucs comme ça, mais ce qui est important, c'est de l'exprimer avec des mots, parce que tout ce que l'on va exprimer par des mots, c'est le début. C'est le début de la libération, le début de la guérison. Donc, c'est surtout ça. Et pour toutes les personnes qui sont là ce soir et qui ont perdu un être proche qui s'est suicidé, j'ai vraiment un grand message à vous dire et quelque chose qui est très important. On entend énormément dire que les personnes qui se suicident restent dans le bas astral et n'ont pas le droit à la lumière. Alors là, je vais vous dire, de par ma capacité à dialoguer avec, on va dire de l'autre côté du voile, c'est faux. C'est complètement faux. Bien au contraire. Les âmes qui mettent un terme à leur incarnation par le suicide, si vous saviez comme elles sont accueillies. Moi, je l'ai vécu. J'ai vécu quand je suis morte, enfin j'en ai eu, hein, et quand je suis morte, j'ai vécu ce sentiment d'amour, ce sentiment d'apaisement, de bien-être. C'était waouh, c'était, j'ai jamais revécu cette sensation. Bon, je la revivrai dans très 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 longtemps, mais bien au contraire. Vous savez, c'est pas Dieu qui juge, hein, c'est pas les anges, c'est pas les guides qui jugent, ce sont les hommes qui jugent. C'est l'homme qui a inventé le jugement pour bien maintenir tout le monde sous sa coupe. Donc, rassurez-vous, tous vos êtres chers qui sont partis par le suicide, soit ils sont dans la lumière parce qu'ils ont décidé. Nous avons le libre arbitre. C'est-à-dire qu'une personne qui se suicide, c'est comme exactement qu'une personne qui va mourir dans un accident de voiture ou d'un cancer ou je ne sais. Tout le monde a le droit de choisir, c'est-à-dire je pars ou je reste. Et de nombreuses personnes, et c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de personnes qui sont décédées par le suicide qui restent auprès de nous, c'est tout simplement parce que la culpabilité que nous portons en nous, la souffrance de leur départ, les empêche d'accepter de partir dans la lumière. Donc, ce que j'aimerais vous dire, le message que j'aimerais vous donner à toutes les personnes qui ont perdu un proche par le suicide, libérez-vous de votre culpabilité. Parce que quoi que vous auriez fait, de toute façon, il y avait très peu de chances pour empêcher un tel geste. Alors, je ne veux pas enlever tout espoir à tout le monde, loin de moi. Parce que pour comprendre la souffrance d'une personne qui va passer à l'acte, on a besoin d'apprendre à l'écouter et pas à donner des conseils, pas à sermonner. Alors, c'est vrai que ça part de bonnes intentions, vous savez, quand on nous dit « mais vas-y, bouge-toi, allez, mets-toi un petit coup de pied au derrière, tu vas voir, ça va aller mieux, vas-y ». Ça part de bonnes intentions, ça j'en suis consciente, hein, mais c'est pas du tout aidant parce qu'on a vraiment l'impression de ne pas être entendu. Et toutes ces personnes qui sont dans la souffrance, ce qu'elles attendent, c'est d'être écoutées, d'être entendues, d'être comprises et qu'on fasse preuve à leur égard de compassion. Et c'est la compassion qui manque aujourd'hui. C'est ça qui nous manque. Parce que tout ce qu'on ne comprend pas, on le rejette, ou on le juge, ou on le critique. Alors, on fait une petite pause, on regarde s'il y a des questions. En tout cas, beaucoup de commentaires hein, et puis beaucoup de merci hein, envers toi pour d'aborder ce sujet parce que voilà, d'avoir voilà cette idée de j'allais dire ce courage aussi, non, il n'y a pas à avoir un courage, mais vraiment cette bonté en fait en toi d'avoir abordé ce sujet quoi, parce que donc je vais remonter, je vais te Oui, lire les. moi je bois un peu. Hein. Vas-y, je t'en prie.
Voilà, je commence par exemple à Jojo qui dit il faut beaucoup de courage et beaucoup de souffrance pour en arriver là, et tu en as parlé. Sandrine qui dit bonsoir, incroyable, je ne savais pas que c'était vous, Marie, ce soir. Et pourtant, j'ai parlé de vous aujourd'hui à propos d'une autre vibra sur l'atelier de désenvoûtement, à propos duquel je suis poussée à le faire, même en replay. À propos de mon frère qui s'est suicidé il y a un mois, pendaison, et en plus, ce soir, c'est le sujet. Alors moi, j'ai répondu qu'il n'y a pas de hasard. Jamais. Jamais, ouais, tout à fait. Alors après, Nat qui dit non, tu as ta place ici, Marie-Noël. Je sais J'aime maintenant. beaucoup. Merci, Nat. Moi, j'ai mis plus de 30 ans à le comprendre, mais ça y est, c'est bon. Merci. Et donc Sandrine qui rajoute, je suppose à cause du suicide de son frère. Donc c'est exactement, quand tu parlais au sujet des proches, c'est exactement ce dont on parle entre sœurs. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce que l'on aurait pu faire? Et à quoi on sert ou peut servir si on n'a pas pu empêcher notre frère de se suicider? Voilà, Alors, ce qu'il faut comprendre au niveau des suicides, alors moi, je vous parle au niveau de l'évolution de l'âme. D'accord? Bon, il y a quelque temps, je n'aurais pas parlé comme ça, mais par rapport à tout ce que j'ai appris au fil de ces années, il faut savoir qu'au niveau des suicidés, vous avez des âmes qui avaient prévu, c'était dans leur contrat, de mettre un terme à leur vie. Moi, apparemment, ce n'était pas dans mon contrat, vous avez bien vu, hein, malgré toutes mes tentatives, les maladies graves, les arrêts cardiaques, je suis restée. Tu es toujours là. Je suis toujours là. Et heureusement. Ils n'ont pas réussi à se libérer de moi. Mais sachez que ce n'est pas une question de servir à quelque chose ou pas. Vous savez ce qui est important, même si votre frère était dans une grande souffrance, hein, il savait qu'il était aimé. Mais c'est que cet amour, hein, il ne pouvait pas le percevoir. Cet amour n'arrivait pas à le nourrir. Cet amour n'arrivait pas à lui donner la joie d'être, la joie de vivre. Vous savez, avant de passer à l'acte, hein, la souffrance que nous avons, c'est une souffrance de solitaire, une souffrance de solitude. On ne peut même pas mettre de mots. Quand on nous demande ce qui ne va pas, on n'est même pas capable, hein, de répondre. Ça ne va pas. On n'est pas bien, on n'a pas envie de vivre. On se trouve tous les défauts de la terre, on a l'impression d'être stupide. Enfin, je veux dire, c'est pas, je veux pas dire qu'on peut pas sauver les personnes qui sont en souffrance, bien au contraire, heureusement, il y a des solutions. Mais moi je vous parle au niveau des proches, c'est très compliqué parce que ce sentiment d'impuissance qui nous habite va parfois nous pousser à avoir comment dire, on va peut-être dire des choses qui ne sont pas des choses dont l'autre a besoin d'entendre, parce que ça part d'une bonne intention. C'est très compliqué de parler avec quelqu'un qui est en souffrance. Ça s'apprend. C'est ce qu'on appelle l'écoute active. Donc c'est pour ça que le but aussi quand même de cette conférence, c'est de faire comprendre qu'il est important de se libérer de votre culpabilité. Sinon, il y a Séverine qui témoigne, qui dit merci infiniment, Marie-Noël, de témoigner de cela. Et comme je me reconnais dans ta souffrance, même si je ne suis jamais passée à l'acte, j'ai fait un burn-out et j'ai eu une tumeur cancéreuse et j'ai eu une maladie auto-immune. Voilà. C'est le témoignage de Séverine. Oui, parce que le suicide, on met un terme sur le suicide de la personne qui va faire l'acte. Mais vous savez, beaucoup de maladies sont des formes de suicide. Quand on est à un moment de notre vie, parce que sinon, il n'y aurait pas la maladie, à quoi servirait la maladie? La maladie, c'est pas un hasard, hein. La maladie, elle vient pour nous montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie. Et puis, vous savez, quand on n'a plus envie de vivre, on a des pensées. On dit on n'en peut plus, on ne va pas pouvoir continuer comme ça toute notre vie, j'en ai marre, j'en peux plus. Mais tout ça, ce sont des pensées, ce sont des énergies. On va toucher notre corps énergétique et quand notre corps énergétique va être un peu trop abîmé, on va dire entre guillemets, c'est le corps physique qui va commencer à souffrir.
Alors au début, ça peut être des douleurs, des choses comme ça, et puis ça va s'accentuer encore et encore. Donc, c'est pour ça que je mettais la maladie, un suicide déguisé. Ouais. Il y en a qui pose la question, mais c'est peut-être le sujet de ton atelier que je vais que je vais diffuser dans le chat. Nat demande comment le déclic est arrivé, Marie-Noël, de te détourner du suicide. Alors, comment ce déclic est arrivé? Je peux vous expliquer ça. C'était lors de ma dernière tentative de suicide. J'ai été hospitalisée. Je suis restée plusieurs jours dans le coma. Quand je suis sortie du coma, ma famille n'était pas là et ça, je ne leur en veux pas parce qu'on ne peut pas rester 24 heures sur 24 à côté d'une personne, surtout quand on ne sait pas si elle va sortir ou pas du coma. Et là, il y avait un charmant médecin qui était là. C'est lui que j'ai vu en ouvrant mes yeux. Et qui m'a incendiée. Mais vraiment, il m'a incendiée. Il a été horrible avec moi. Et je ne sais pas, ça m'a provoqué dans ma tête quelque chose. Je ne sais plus comment il m'a dit. C'est tout juste, je me souviens plus de ses paroles, mais c'est tout juste qu'il me disait pas que de toute façon j'aurais mieux fait d'y rester, quoi. Et ouais, il a été odieux, cet homme-là, odieux. Mais bon, je le remercie, hein, parce que c'est lui qui m'a sauvée, quelque part. Et le fait qu'il me dise ça, que j'aurais mieux fait d'y rester, ça doit être mon côté, vous savez, combatif, parce que j'ai quand même un côté combatif, qui m'a poussé à dire, mais celui-là, je vais le faire mentir. Parce que quand on me dit que telle chose, c'est pas possible, j'ai horreur d'entendre, c'est impossible. Ça a toujours été chez moi quelque chose qui m'a, voilà. Et donc, je pense que c'était prévu que cet homme-là se trouve sur mon chemin. C'est ce qui m'a permis d'avoir envie, déjà envie de vivre et de comprendre aussi ce qui se passait. C'est de là que j'ai commencé tout un travail personnel sur moi-même. Alors, ça s'est pas fait non plus en 2 jours, hein, faut pas rêver, hein. Vous savez, ce dont on a besoin dans tous les secteurs de notre vie, c'est de la volonté, puis surtout de la patience. De la patience. Voilà. Donc, ça a mis des années. Hein. Je ne suis pas devenue ce que je suis aujourd'hui en claquant des doigts en 2 minutes. Hein. Non, non, non. Des étapes toujours. Des étapes. Déjà, la première étape, c'est avoir envie de vivre. Ça, c'est une sacrée étape. Sinon, on va continuer. Christine dit, est-ce qu'il faut vraiment éviter de se suicider? Je ne comprends pas trop. Ça vaut mieux? Oui. Alors, j'en ris, je plaisante, hein, mais surtout ne vous vexez pas. C'est pour dédramatiser, parce que là, les énergies sont de plus en plus lourdes autour de moi. Alors, il y a Marie qui dit, il y a aussi les mémoires, les fantômes, les mémoires transgénérationnelles. On est poussé à se suicider et ce sont des pulsions que j'ai guéries par le MDR. Oui, exact. Il y a aussi, alors, au niveau du suicide, vous avez tout à fait raison, hein, il y a aussi tout ce que l'on porte. Vous savez, on dit toujours qu'un bébé, il arrive au monde, il est innocent et pur, hein, le pauvre. Mais non, il porte plein de bagages karmiques. Hein. Et puis, il peut y avoir aussi des histoires d'entités, en effet. Hein. Vous savez, quand on est dans la souffrance, moi, j'avais énormément d'entités autour de moi qui m'entretenaient dans ma souffrance. Hein. Parce que les entités viennent s'abreuver. Alors, quand je vous parle d'entités, je ne vous parle pas des esprits des défunts. C'est pas la même chose, hein, soyons bien clairs. Les entités, c'est tout ce qui va être les larves, les parasites, les fragments, des choses comme ça. Donc, ces entités, elles aiment se nourrir de la souffrance. Donc, quand on est en souffrance, on a beaucoup, comment je vais vous dire ça, de failles en nous. Donc, on les attire. Vous savez, c'est un petit peu comme quand l'été, vous allumez le plafonnier, et là, il y a tous les moustiques qui arrivent. Ben, c'est la même chose. Hein. Quand votre souffrance est trop forte, c'est comme si vous allumiez une lumière à l'intérieur de vous, vous attirez plein d'entités. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces entités, elles se nourrissent de notre souffrance et en retour, elles nous redonnent de la souffrance. Donc, on est bloqué dans un cercle vicieux. C'est-à-dire, même si on essaie de se donner du courage, elles sont là et elles nous rebalancent des mauvaises idées, des idées noires. Elles vont, voilà, et ce qui va malheureusement aussi nous pousser à des actes. Alors, c'est vrai que ce que j'ai remarqué aussi, c'est que de nombreuses personnes qui sont en grande souffrance comme ça, mais dès leur plus jeune âge, comme j'ai pu l'être, souvent, ce sont des êtres
empathiques, des hyper empathiques, des hypersensibles. Et moi, j'ai compris, hein, c'était aussi ça. Et nous avons la capacité de ressentir les émotions de notre environnement et même au-delà de notre environnement. Et ce sont toutes ces émotions qu'on n'arrive plus à faire la différence. Si c'est à nous, c'est pas à nous. Et on porte ça, on porte. Et à un moment donné, c'est trop lourd à porter. C'est trop lourd. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de pistes. Hein. Il y a plusieurs pistes, mais là, celle-ci est en effet. Puis il y a aussi, comme on avait parlé la dernière fois, dans tout ce qui est sort et envoûtement aussi, hein, qui peuvent nous pousser au suicide. Alors, je vais continuer. Il y a les questions de Christelle, par exemple. Auriez-vous un conseil pour gérer une tentative de suicide complètement occultée, donc aucun souvenir, par médicament il y a une quinzaine d'années? J'ai le contexte en tête, mais pas l'élément déclencheur. Tu peux me la répéter? Je vais te répéter. Je vais essayer de la retrouver. Oui, alors je te donne l'heure pour que tu puisses voir à quelle heure. C'est 21h06, donc tu peux remonter. C'est Christelle. Auriez-vous un conseil pour gérer une tentative de suicide complètement occultée? C'était donc il y a une quinzaine d'années, par médicament. Elle a le contexte en tête. J'ai le contexte en tête, mais pas l'élément déclencheur donc, du suicide. Donc, elle ne s'en souvient pas du tout comment c'est arrivé. Moi, j'aurais une question pour vous, Christelle. Quelle est votre intention? Dans quel but? En quoi c'est important pour vous de retrouver ce contexte? Alors, en attendant, je vais lire aussi. Elisa, merci de cette conférence. J'ai une maladie auto-immune aussi. Oui, il y a une personne qui avait dit l'avoir. J'ai fait un burn-out suite à un harcèlement. Comment s'en sortir une fois la décision prise? Comment se sortir de la souffrance en faisant preuve de compassion à son égard déjà, en étant gentil avec soi, et puis par la patience, et surtout en se mettant des objectifs petits. Si je me mets comme objectif, je veux être heureuse. Je ne vous dis pas, hein, ça fait peur. On se met des petits objectifs. Par exemple, je vais vous donner par rapport à mes objectifs que je me suis posés, ça va vous faire rire. Mais je me suis engagée pendant une semaine, par exemple, à faire mon lit tous les matins. Oui, d'ailleurs, c'est petit à petit. Après, je me suis engagée à aller marcher 5 minutes tous les jours. Et après, ça a été 10 minutes, et un quart d'heure. Voilà, des petits objectifs. Par petit à petit. On ne peut pas chambouler tout d'un seul coup. Et ensuite, c'est tout un travail sur soi. C'est-à-dire reprendre la responsabilité de sa vie, comprendre, mettre des mots sur notre souffrance et aller explorer cette souffrance. Parce que toute souffrance que nous ne laissons pas exprimer prend beaucoup d'importance à l'intérieur de nous. Donc, c'est tout un travail on va dire, un travail personnel, de découverte de soi, de découverte de notre place. C'est toute une analyse de notre vie. C'est pas facile à dire en 2 mots. Et remonter encore. Alors, je vois Christian qui pose une question, une majorité de femmes dans les suicides. Pendant des années, ça a été vrai. Aujourd'hui, on trouve de plus en plus d'hommes, notamment dans le secteur de l'agriculture. C'est le désespoir. Oui. C'est vrai. Alors, il y a Christine, je vois une question aussi. Quand l'envie de vivre et l'envie de mourir sont de même intensité. Sont-elles réellement de même intensité? Ça, c'est la question que je pose. Et vous savez, ce qui est important aussi d'explorer, c'est qu'est-ce qui fait que j'ai envie de mourir? Qu'est-ce qui est trop difficile aujourd'hui dans ma vie qui me pousse à vouloir partir? Cette question, elle est très intéressante à se poser aussi. Et trouver surtout un but dans sa vie. S'accrocher à quelque chose. Mais même un tout petit truc, ça peut être, je sais pas, une plante verte, ça peut être un... Vous savez, aujourd'hui, dans les EHPAD,
Alors, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est qu'un EHPAD. Ce sont des établissements pour les personnes âgées dépendantes. Ils se sont rendus compte que si on mettait des animaux, si on donnait des tâches à faire aux résidents, on arrivait à leur donner un regain d'énergie. Donc, c'est exactement la même chose quand on est au fond du trou, se donner un regain d'énergie. Alors, ça peut être, je ne sais pas, quelqu'un qui est passionné par les plantes, bah, c'est peut-être s'acheter une plante et puis prendre soin de cette plante tous les jours. C'est-à-dire se donner un rôle. Parce que quand on est au fond du trou, comme ça, quand on a l'impression de ne plus exister, c'est qu'on n'a plus de rôle. On a l'impression de ne pas avoir de rôle à jouer. Donc, ce qui est important, c'est de trouver notre rôle. C'est quoi le rôle que j'ai à jouer? Les animaux peuvent tenir ce rôle aussi de maintenir quelqu'un. Les animaux sont tellement dans l'amour inconditionnel que ça peut aider aussi à nous maintenir en vie, si je puis dire. Alors, il y a Peg qui demande s'il y aura un replay. Oui, il y aura un replay. Oui, tout à fait. J'ai répondu, ouais. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a beaucoup de merci. Hein. Il y a beaucoup de merci pour toi. Christian, une psy m'a dit que la vie est une balance. C'est une balance dans laquelle on met les petits bonheurs pour contrebalancer les petits malheurs. Ah, ça, c'est très joli. C'est vrai. C'est vrai. Maintenant, quand on est au fond du trou, on n'arrive plus à voir les petits bonheurs. On ne voit plus que les gros malheurs. On n'arrive plus à voir les choses. Mais c'est vraiment. Alors, moi, ce que j'ai remarqué au niveau, je vous parle énergie. Hein, énergie, c'est un déséquilibre total des énergies aussi. Hein. Il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau énergétique, au niveau de nos corps, au niveau de notre incarnation aussi. Hein, parce que souvent aussi, parce que je remarque, hein, c'est un problème d'incarnation. C'est-à-dire qu'il y a une partie de nous qui dit oh, non, moi j'y vais pas, hein, je recule. Et il y a une partie de nous qui a refusé et donc on n'est pas complet, il nous manque. C'est un petit peu, vous savez, comme quand on a l'impression qu'il nous manque quelqu'un. Il manque une partie de nous pour être complet. Ouais, Micheline, je suis d'accord aussi avec Micheline. Inverser le conditionnement social. Ça, c'est certain. C'est un peu le but aussi quand même de cette conférence, hein, sortir le suicide du placard. Oser en parler parce que les personnes qui sont mal, elles ont besoin d'en parler. Vous savez, quand tout le monde continue sa vie, après, moi je me souviens, quand je faisais une tentative de suicide, ce que j'aimais, entre guillemets, hein, c'était que là, il y avait toute ma famille qui venait me voir à l'hôpital. C'était cool. Ils venaient tous me voir. Et une fois que je sortais de l'hôpital, que je me retrouvais chez moi, il n'y avait plus personne. Donc je recommençais, parce que je savais qu'en recommençant, ils allaient venir. Donc après, on entre vraiment dans un engrenage. Et oh, je suis là, j'existe. Voilà. Je me suis aperçue que j'ai parlé dans le vide parce que je n'ai pas allumé mon micro. Ah oui, parce que je voyais ta bouche. Oui. Parce qu'il y a une question, je crois, Attends, il y avait une question tout à l'heure. Christelle. Ah, il y a Betty qui dit: j'étais aussi dure avec des personnes qui se suicident jusqu'à ce que je perde ma mère. J'avais tellement mal que j'ai pensé au suicide et je ne suis pas passée à l'acte, mais j'ai développé de nombreux fibromes utérins. Le corps, de toute façon, vous savez, ce qu'on appelle le corps qui. J'ai perdu le terme. Comment est-ce qu'on dit? Psychosomatique Voilà, qui somatise. Le corps somatise. Hein. Oui. C'est-à-dire que toutes les émotions que nous ne disons pas, qui ne sont pas dites, elles s'inscrivent dans notre corps. Donc au départ dans le corps émotionnel, ensuite énergétique, et ensuite le corps physique qui est atteint. Et les fibromes, suite au décès de la mère, c'est cohérent, on va dire. Et vous voyez, c'est intéressant, je me souviens plus qui dit ça, qui a parlé, enfin qui a dit ça. J'ai perdu votre prénom, je suis désolée.
Qui a dit Ah ça? voilà, c'est Betty, c'est Betty, voilà, c'est Betty. Et c'est vrai ce que vous dites, Betty. Ah oui, c'est Betty. Parfois, on a besoin de vivre l'expérience. On a besoin de vivre l'expérience pour la comprendre. Donc c'est pour ça que j'ai compris pourquoi j'ai vécu toutes ces expériences dans ma vie. Mhm. Ah, Hortense a disparu. Ça y est, je suis là. Elle joue, elle apparaît, elle disparaît, elle revient. Il y avait une question de Chantal, je crois, oui, que je voulais poser tout à l'heure. C'est comment faire quand on ne s'aime pas? Comment faire quand on ne s'aime pas? C'est une très belle question. Alors, je vais vous répondre une question bête, enfin une réponse bête. Commencer par aimer les petites choses en nous. C'est-à-dire, quand on ne s'aime pas, quand je dis je ne m'aime pas, je crée une généralité. Vous savez, c'est les généralités, c'est toutes les femmes sont les mêmes, tous les hommes sont les mêmes, tous les politiques sont pareils, voilà. C'est-à-dire que je généralise. Et donc là, quand je ne m'aime pas, déjà, vous savez, moi, mon outil, elle a encore disparu, Hortense, c'est pas grave. Mon outil favori, c'est ça. C'est un pauvre petit cahier de brouillon comme ça, j'en ai des tonnes. Et vous pouvez commencer à lister déjà. Vous faites 2 colonnes sur une page, vous listez ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas en vous. Et ensuite, je vous invite à regarder autour de vous des personnes que vous admirez, des personnes que vous aimez bien, et de lister tout ce que ces personnes, tout ce que vous admirez chez ces personnes. Et là, vous allez découvrir l'être que vous êtes vraiment. C'est-à-dire que tout ce que vous allez admirer chez l'autre, en réalité, c'est ce que vous avez en vous, mais que vous ne voyez pas. Et ce petit exercice de poser comme ça sur vraiment, faites 2 colonnes, tout ce que vous détestez en vous, et ensuite, vous allez noter ce que vous appréciez. Il y a forcément des choses que vous appréciez en vous. Mais seulement, peut-être qu'il y a, au niveau de la balance, alors je ne sais plus qui c'est qui parlait de la balance, mais j'aime bien cette image, peut-être que dans la balance, vous croyez avoir plus de choses que vous n'aimez pas. Donc, dans la colonne, tout ce que vous aimez, c'est toutes les actions que vous faites. Comment les autres vous perçoivent, votre gentillesse, votre bonté, votre capacité à faire un super gâteau, je ne sais pas. Mais notez. Et là, vous allez vous rendre compte, en écrivant, que c'est peut-être pas aussi généraliste que ça. Il y a certainement des parties en vous que vous n'aimez pas, comme moi j'en ai eu, j'en ai encore d'ailleurs. Mais ça, après, ces parties-là, il est important d'aller les voir, d'aller à leur rencontre. Et qu'est-ce que j'aime pas? Et qu'est-ce qui fait que j'aime pas ça? Qu'est-ce qui fait que je l'aime pas, cette Marie-là? Qu'est-ce qui me plaît pas en elle? Et on a toujours des choses à apprendre. Ah non, c'est pas mon chat qui miaule, parce que mon chat, il a disparu. C'est le chat J'ai d'Hortense. répondu, c'est le mien. Bon, il y a Christine qui plaisante. C'est ça, c'est bien Christine, ça doit être ma copine Christine qui dit Hortense, t'es pas suicidée puisque j'ai disparu de l'écran. Alors, Jojo, qu'est-ce qu'elle demande? Alors, attends, je vais Elisa, remonter un peu. je sais pas où t'en es. On en a vu plein, ouais. Quand vous avez parlé, Sandrine, quand vous avez parlé d'animaux, j'ai entendu un chat. Bah oui, c'est le mien qui miaule derrière la porte. Il doit Oui. exister. Alors, Elisa qui te remercie. Merci pour cette réponse éclairée. Ce qui est perturbant, c'est que je suis battante, beaucoup d'activités, je chante, etc. Mais j'ai quand même cette impression de ne pas être à ma place à côté de la plaque. Alors, je me perds aussi dans l'aide des autres. C'est très angoissant tous ces paradoxes. Mm-hmm. Et oui, c'est vrai. Il n'y a pas que. On peut être battant parce que je sais que je suis une battante, parce que j'ai traversé beaucoup d'épreuves dans ma vie. Je sais que je suis une battante, mais l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire qu'on peut être battant, on peut avoir beaucoup de qualités et pas se sentir à sa place. Parce qu'il y a encore des. Vous savez, le but de l'évolution de notre âme, c'est de vivre des expériences qui vont nous apprendre des choses sur nous. Et vous avez certainement quelque chose qui vous manque dans votre accomplissement de l'être. C'est-à-dire qu'il y a peut-être quelque chose que vous ne faites pas,
et qui vous manque. Ou alors, ça vient aussi peut-être de votre incarnation. Peut-être qu'au moment de votre incarnation, il y avait peut-être une jumelle ou un jumeau qui ne s'est pas incarné. Peut-être qu'il y a une partie de vous qui n'a pas été incarnée. Peut-être que vous avez eu aussi dans votre passé ou dans une vie antérieure vécu quelque chose qui fait qu'il y a une partie de vous qui est partie. Donc, voilà, donc c'est pour ça que c'est important de revoir tout son système énergétique et de réintégrer toutes ces parts qui, vous savez, quand on ne peut pas accepter quelque chose, un événement qui est très fort émotionnel, savoir que nous avons des parties de nous qui préfèrent tout aller voir ailleurs ce qui s'y passe plutôt que de le vivre. C'est ce qui nous permet ça évite de péter les plombs, quoi. Vous savez, le fusible, c'est un peu comme le tableau électrique. Hein. Il y a un petit fusible qui saute pour éviter que tout brûle. Il y a Christine qui pose une question intéressante. Et si le suicide n'était pas un drame, est-ce que le suicide pourrait ne pas être juste un choix comme ça? Exactement. Regardez les personnes, l'euthanasie par exemple. C'est mettre fin à sa vie. Pourquoi ils veulent mettre? Parce que la vie n'a plus de goût, parce que c'est la douleur. Et là, on l'entend. On a même d'ailleurs trouvé un mot, euthanasie. Et on aime bien les étiquettes. Hein. Mais c'est quoi l'euthanasie? C'est mettre un terme volontaire à sa vie. Tout comme le suicide. Le suicide. Et vous savez que c'est où? Je crois que c'est en Belgique. Hein, que l'euthanasie pour les personnes en dehors de la maladie est autorisée. Il me semble que c'est en Belgique. Hein. C'est-à-dire que vous avez le droit. Et en Suisse aussi. Voilà, mais ce sont des suicides assistés. C'est-à-dire que ça ne se passe pas tout seul en cachette. Hein. C'est-à-dire que c'est vraiment la personne, bien sûr, on ne se présente pas comme ça à l'hôpital en disant bonjour, je viens me suicider. Hein. Il y a quand même tout un suivi, voir si on ne peut pas faire quelque chose quand même pour la personne. Hein. Mais en effet, ça pourrait être aussi dédramatisé, oui. C'est un choix. Elisa, comment avez-vous dépassé votre besoin d'exister? Comment j'ai dépassé mon besoin en existant, en prenant ma place, en allant voir en moi. C'est à peu près ce que j'expliquais tout à l'heure. Je me voyais vraiment comme le vilain petit canard. Hein. Mais vraiment, hein. C'était vraiment pour moi le vilain petit canard qui avait aucun intérêt. Elle était moche, elle était petite, elle était plate, j'avais pas de poitrine quand j'étais adolescente. Enfin, j'étais le vilain petit canard. Je voyais rien de bien en moi. Je me trouvais stupide. J'avais l'impression de ne pas faire m'exprimer. Enfin bon, tout. Et c'est quand j'ai pris conscience, hein, quand j'avais quand même des qualités. Voilà. Mais c'est tout un travail. Hein. C'est vraiment le travail des colonnes là, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ça a été un travail qui m'a beaucoup, beaucoup aidé. Et puis, j'ai pris ma place, voilà. J'existe. Hein. Et j'ai décidé d'exister aussi. Puis, j'ai aussi accepté qui j'étais. J'ai arrêté d'être la personne que les autres voulaient que je sois. Et ça, c'est important. Il y a Jojo qui dit Marie-Noël, pourriez-vous nous redonner le protocole sympa avant de s'endormir? Merci. C'est quoi ça? C'était, j'en dis tellement. Je me demande si c'était pas dans la conférence sur l'envoûtement que tu as donné ça. Peut-être, je sais pas. Je sais pas. Enfin bref, je continue. Tu m'entends là? Parce que moi. Oui, je t'entends. Okay. Je réfléchis, Jojo, parce que là, j'ai un trou de mémoire. Hein. Moi, je fais. Alors, est-ce que c'est le protocole que moi je fais que je vous avais donné? Peut-être. Hein. Ah, oui, Jojo, c'est pour la nuit, pour se protéger la nuit de toute forme d'entité ou autre. Hein, avec, je crois que c'est ça, c'était pendant le. Eh bien, on le fera à la fin, si vous voulez, à la fin de la conférence. Super. On fera un petit truc sympa. Ok. Alors, Nicole Isis. Bonsoir, je viens de passer, accompagnée d'une amie, l'après-midi auprès d'une amie qui vient de faire une tentative de suicide. Elle a téléphoné avant au docteur pour lui dire « je vais me suicider ». Et elle a bu 2 verres de Cointreau et quelques cachets, mais largement pas assez, bien entendu, pour mourir. Elle ne veut pas compter que sur l'extérieur car elle est très autoritaire et exigeante et veut que les autres fassent les choses pour elle.
Elle aime être dans la frustration et éprouve de la jalousie vis-à-vis des gens qui ont plus qu'elle. C'est terrible, on ne sait pas quoi faire pour elle. Ouais, donc vous êtes dans un sentiment d'impuissance face à cette personne. Hein. Et quand vous décrivez, elle a eu, ouais, c'était plutôt un geste, comment on dit? Pas la tentative, vous savez, un appel au secours, pardon. Je suis perturbée parce que à côté de lui, j'ai des esprits à côté là qui me crient dans l'oreille. Voilà. Parce que je vois pas le prénom, tu sais, que je t'ai dit tout à l'heure là, donc c'est pour ça. Mais oui, c'est cette impuissance à aider l'autre. Hein. C'est pas toujours facile, ouais, d'aider. Alors, il y a Michel aussi qui fait un commentaire. Idéalement, nous devrions partir consciemment et par choix, non. Et c'est dommage que nous ayons un tabou au sujet du suicide, car du coup, on ne l'utilise que lorsqu'on souffre trop. Et du coup, on s'oblige à être malade pour partir. Moi, je suis convaincue que nous pouvons contrôler notre mort et mourir en bonne santé et comblés de ce que nous avons vécu pour aller vers d'autres aventures. Ça me plaît. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ce qui est important de tenir, enfin, de prendre en compte, c'est que nous sommes des âmes venues faire une expérience, d'accord, dans cette incarnation, et nous sommes dans un processus d'évolution de notre âme. Et que tous, donc avant d'arriver, je me suis fait un petit planning, hein, vous savez, comme quand on part en voyage, on fait son petit itinéraire, machin et tout. Et donc, je me suis préparé tout ça avant mon incarnation. Et avec des obligations, hein, bien sûr, j'ai des obligations de dépasser ça, de dépasser ça. Et forcément, j'ai le choix. J'ai toujours le choix. On a toujours le choix. Si j'y arrive pas, ben ok, je m'en vais. Mais seulement, dans l'autre vie qui va suivre, ben, je vais recommencer. Alors c'est vrai, vous avez raison. On devrait avoir le droit de choisir de partir quand on a envie de partir. C'est vrai. Maintenant, moi la question que je me pose, c'est quelle est l'incidence par rapport à notre évolution d'âme et est-ce que moi, je sais pas, maintenant, depuis que j'ai retrouvé cette envie de vivre, j'ai envie de, comment vous dire, de préparer ma future incarnation, quoi. Tout ce que je peux éliminer de souffrance dans cette vie, ben, j'ai envie de faire le bien pour que ma prochaine vie ben, soit un peu plus sympa que le début de celle-ci, on va dire. Mais tu prépares tes prochaines réincarnations. Exactement. Voilà. Soyons prévoyants. Il y en a qui font des comptes épargne, moi je fais des comptes réincarnation. Mais après, comme je vous dis, pour moi, chacun, nous avons tous le choix. Et on a le droit, bah, si on a envie d'arrêter de vivre, je pense qu'on devrait avoir le droit d'arrêter de vivre. Sandrine te pose une question perso là. Marie-Noël, est-ce que vous avez déjà ressenti ou connaissez cette impression d'avoir peur de vous suicider alors que vous ne voulez pas? Des moments rares, mais quand ça arrive, vous usez de stratégies pour vous protéger d'une aspiration qui cherche à vous attirer vers le vide. Ça ne dure pas trop longtemps, mais ces périodes sont difficiles. C'est l'impression d'avoir peur de vous suicider alors que vous ne voulez pas. Oui, je l'ai vécu ça aussi, oui. Oui, oui. Je l'ai vécu et donc aujourd'hui, je peux vous donner une stratégie que je n'avais pas à l'époque. Ce qui est important, et on le répète beaucoup, hein, dans beaucoup sans arrêt, ce qui est important, c'est d'être ancré. Mais quand je parle d'ancrage, c'est pas uniquement faire la technique, je m'ancre à la terre, ma mère, etc. Être ancré dans cette vie, c'est être présent dans cette vie. Plus je suis présent à cette vie, c'est-à-dire présent, ben, je vais pas me couper du monde. Je vais pas ne plus regarder les informations. Je veux pas savoir ce qui se passe. Vous savez, c'est ça être ancré. C'est bien sûr cet ancrage énergétique et l'ancrage énergétique est très puissant parce que justement, il va nous permettre, quand on va être déstabilisé par ses envies, par exemple l'envie de mourir, le fait d'être ancré et ensuite de faire la connexion énergétique donc avec la source pour se et là, voilà.
ça passe. Vous savez, au final, ce que l'on a besoin, c'est donc d'être en contact avec nous. C'est ça dont on a besoin, d'être en contact avec nous, d'arrêter notre système de pensée. C'est lui qui vient nous paniquer. Ça répond peut-être à la question de Séverine, justement ce que tu viens de dire là, qui demande comment trouver l'assurance nécessaire pour trouver sa place. Comment trouver l'assurance nécessaire pour trouver sa place? Alors, comment trouver l'assurance nécessaire pour trouver sa place? Ouais, ça c'est une réponse. Pas simple à exprimer. Alors, je vais essayer de vous faire ça plus simple que ce que j'entends. Pour trouver sa place, il est important de savoir qui nous sommes. Et pour savoir qui nous sommes, le monde autour de nous, notre environnement, notre famille, les événements de notre vie, sont, on va dire, des miroirs de qui nous sommes. C'est-à-dire, imaginons que j'admire, je ne sais plus comment il s'appelle, le cuisinier là, qui fait des émissions de télévision, vous savez, le gros costaud là. Comment il s'appelle je ne sais plus. Moi, j'aime bien, il a l'accent et tout là. Bon. Imaginons que je suis admirative devant lui. J'adore ce qu'il fait. Qu'est-ce que j'aimerais savoir cuisiner comme lui. Ben, c'est peut-être ça dont j'ai besoin de faire. Donc, et là, je serai à ma place parce que j'aurais trouvé ce qui me fait vibrer. Et ce qu'on a besoin de trouver, c'est qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce qui vous met en joie, qu'est-ce que vous faites qui pour vous n'est pas une corvée. Qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce que vous admirez? Quel genre de film vous regardez toujours? Qu'est-ce qui vous attire toujours? Là, vous allez avoir des pistes. Vous allez savoir qui vous êtes au travers de tout ça. Et c'est une fois que vous allez trouver qui vous êtes, que vous allez prendre votre place. Moi, pendant des années, j'ai voulu être comptable, contrôleuse de gestion, secrétaire, qu'est-ce que j'ai fait encore? Commerciale, gérante de magasin. Mais j'étais mal. Pourtant, j'avais l'argent, j'avais la maison, j'avais tout pour être heureuse. Mais j'étais mal, j'étais pas à ma place. Aujourd'hui, je suis à ma place. J'aime ce que je fais. Donc, trouvez ce qui vous fait lever le matin avec la joie au cœur. Ok. Merci, Marie-Noël. Attends, il y a une question d'Anne-Marie là aussi qui demande comment communiquer sur des choses profondes dans ce monde. Comment communiquer sur des choses profondes dans ce monde? En nous en parler, en osant mettre des mots, parler comme on fait là ce soir, parler ouvertement, sans tabou, sans peur du jugement. Souvent, ce qui nous empêche de parler, ce qui nous empêche de faire, d'être, c'est la peur du jugement. Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Vous savez, il y a quelque chose qu'on m'a appris un jour, c'est que pour avancer, si je veux être moi, je vais devoir accepter de perdre. C'est-à-dire que je ne peux rien changer dans ma vie si je n'accepte pas de perdre quelque chose. Par exemple, je vous donne un exemple concret. Je sais que pour entrer en contact avec soi-même, on a besoin de prendre du temps, de se mettre en silence pour entrer en contact avec soi. Ce temps-là, très souvent, j'entends, mais moi, j'ai pas le temps. Mais peut-être que plutôt que de regarder la télévision 3 heures le soir, bah sur ces 3 heures, je vais perdre une demi-heure, je vais retirer une demi-heure de mon projet télé pour faire ma demi-heure à la rencontre de moi-même. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est d'accepter de perdre quelque chose. Et c'est ce qui est le plus compliqué souvent, c'est d'accepter de perdre quelque chose. Et puis surtout, gardons à l'esprit que tout ce qui nous est connu, tout ce qui est connu pour nous, c'est la sécurité. La souffrance, je la connais, à quelque part, je me sens en sécurité. Mais si jamais demain j'étais en pleine forme,
peut-être que je serai obligée de retourner travailler pour ce patron qui n'arrête pas de me harceler. Oh bah non, hein. Je reste malade. Alors, c'est pas aussi simple que je viens de vous le décrire, mais c'est un peu le schéma. C'est le schéma. Donc, dans ce cas-là, j'accepterai de dire je démissionne, je ne vais pas et je vais trouver un autre travail. Donc, pour trouver un autre travail, je vais être obligée de perdre l'ancien travail et la sécurité qu'il m'apportait. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que pour avancer, il est important de savoir accepter qu'on va perdre. Et on va perdre aussi peut-être des proches. C'est ça. Est-ce que vous êtes prêt à perdre certaines personnes autour de vous pour être qui vous êtes? Alors, peut-être pas, hein, peut-être qu'ils vont rester quand même, hein, mais c'est toujours un risque à prendre. Super. Il y a Louise qui fait donne un témoignage là. C'est très long, un très long message. Je vais lire. Comment décider d'exister alors que je vais avoir 60 ans au mois de mai, que l'on a fait le bilan de sa vie et d'arriver aujourd'hui où plus rien ne compte. C'est grâce à l'amour que j'ai pour mes 2 petites filles auxquelles je me raccroche, mais ma souffrance morale prend de plus en plus le dessus. Je n'ai pas envie de prendre de médicaments, je n'ai plus de raison je n'ai plus de raison aucune, j'en ai fait le tour et je me sens inutile sur cette terre. Toutes vos paroles me font du bien, mais mon âme n'en peut plus. Tout ce que vous dites est formidable. Maintenant, j'ai tout essayé en restant optimiste, forte aux yeux des autres, tout en étant invisible pour ma famille. J'ai pour les autres, je suis un ballon de boxe sur lequel on frappe pour ne pas qu'il existe. Je n'ai rien compris à la vie. Je travaille en service à domicile auprès de personnes en fin de vie. C'est quoi la vie? Merci Marie pour votre conférence qui tombe à pic pour moi aujourd'hui. Ça, c'est le témoignage de Louise. Alors Louise, quand je lis, parce que j'ai le témoignage aussi, je le lis. Quand je lis votre témoignage, je me dis, mais vous n'avez pas vécu pour vous. Quand je lis ce témoignage, vous parlez des autres, mais vous, qu'est-ce que vous faites pour vous? Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Qu'est-ce qui vous met en joie? Parce que vous êtes invisible pour votre famille, vous êtes un ballon de boxe. Alors, je vous parle comment je vais vous expliquer ça? Je vais vous parler en physique quantique. Enfin, je ne sais pas comment je vais vous parler. C'est-à-dire que ce que l'on vit dans une vie, là, ce que je vis dans cette vie, c'est souvent l'opposé de ce que j'ai pu faire dans une autre vie. Et enfin, je ne sais pas comment vous expliquer. C'est pas simple à expliquer, mais je vais essayer de vous expliquer quand même. Là, vous dites par exemple que vous êtes invisible pour votre famille, que vous avez l'impression d'être un ballon de boxe et vous n'avez pas compris la vie. Quand je vous lis, j'ai vraiment la sensation que vous n'avez pas trouvé ce qui vous faisait vibrer. C'est-à-dire que c'est comme si vous aviez joué le rôle de la bonne petite fille aux yeux de tout le monde, hein, sans jamais oser sortir de l'image que les gens attendaient de vous. Vous ne vous êtes pas donné le droit de vivre, de dire qui vous êtes. Et là, on sent vraiment que vous avez vécu que pour les autres. J'ai pas l'impression que vous ayez vécu pour vous. C'est la sensation que j'ai. Oui, surtout qu'elle dit je n'ai rien compris à la vie, je travaille en service à domicile auprès de personnes en fin de vie. C'est quoi la vie? On a l'impression qu'elle a toujours servi les autres, elle a toujours vécu pour les autres, mais jamais pour elle-même, quoi. Alors c'est vrai que quand je vois ça, ça me fait penser au vœu du sacrifice. Des personnes qui traînent un vœu du sacrifice d'autres vies. Et c'est vrai que les personnes qui ont un vœu de sacrifice, qui sont accrochées à un vœu de sacrifice de vie antérieure, elles passent une vie au service des autres et leur propre plaisir est complètement mis de côté. C'est vrai que quand je lis ce témoignage, ça me fait vraiment penser à un vœu de sacrifice. Elle rajoute, Louise,
Elle rajoute, chaque fois que j'ai essayé, je n'ai eu que de la jalousie. Oui, sacrifier, c'est ça. Elle est d'accord avec ce qu'on a dit. Ouais. Muriel dit, vous parlez pour moi en ce moment. Je me demande si c'est pas. Il y a une personne un peu plus haut qui a dit qu'elle a l'impression, en t'écoutant, d'entendre ses guides, les anges. En tout cas, j'ai beaucoup de pression là ce soir. Ah ouais. Ah oui, alors je crois que c'est Sandrine qui a rappelé que avant de dormir, c'est. Voilà, c'est ça. Séverine, le cuisinier. Philippe Elchebest. Merci Séverine. Ah oui, d'accord. Je l'adore. Je me demandais ce que c'était que ce nom qu'elle a mis. Ah, c'est lui, d'accord, c'est le monsieur un peu. Oui, tu sais, costaud, costaud, un peu style Bruce chauve, là. Willis. Moi, Oui, c'était oui. Oui, tout à fait. Ouais, c'est ça, ouais. J'attendais que Bruce Willis vienne me libérer. Et je m'étais. Il y a Sandrine qui a parlé de la bulle d'amour. Je me demande si c'est pas ça que tu nous avais pas. Oui, c'est ça mais c'est la bulle d'amour. C'est le protocole que je fais le soir avant de me coucher, moi. Ouais. On va le faire à la fin. Oui. Là, d'ailleurs, avez-vous d'autres questions? Courage, Louise, dit Daniel. Vous allez découvrir la vie. Il n'est jamais trop tard. De toute façon. Il n'est jamais trop tard. Jamais. Sincèrement, il n'est jamais trop tard. Ouais. Donc, Marie-Noël est un ange. Oui. Je sais pas, ange ou démon. Nous sommes toujours les deux. En tout cas, tu nous montres ta face d'ange là avec nous là. Bien, écoutez, si vous n'avez plus de questions, moi je veux bien aussi la petite bulle d'amour. La petite bulle d'amour. Voilà. Donc ce qu'il faut retenir surtout, c'est pour les personnes, c'est se libérer de la honte, et pour les autres, se libérer de cette impuissance et de cette culpabilité. Voilà. Et je vous précise qu'il y a l'atelier de Marie-Noël, donc c'est pour le 14 février, c'est la Saint-Valentin, tiens. 14 février, et c'est à 17h30. Oui. Ça va être très cool. L'amour. Il va y avoir de super belles énergies, surtout pour cet atelier qui est vraiment basé sur la libération. Ça va être. Oui, est-ce que tu peux nous en parler un peu d'ailleurs? Ouais. Ce seront alors des méditations guidées, donc intuitives. Tu connais, tu sais comment je travaille, pour vous libérer du poids de la honte, de la culpabilité. Et ça, c'est déjà très, très important. Voilà, un rééquilibrage, on va dire. Voilà. Remise à zéro. Et donc, vous avez tous les renseignements dans l'offre que j'ai mis dans le chat, que vous trouverez dans le chat. Il suffit de cliquer dessus. Les ateliers de Marie-Noël sont très accessibles, c'est 35 €. Donc, ça vaut vraiment pas le coup de s'en passer si on en a besoin, si vous vous sentez appelé. Voilà. Alors, je vais poser une dernière question. Est-ce qu'il y a une personne dans l'Assemblée qui s'appelle Simone? Ah, tu vois. Oui, c'est la question de Robert. Oui. Mais là, il est. Je suis désolée. Moi, je vois pas de Simone. Écoute, il y a 208 personnes dans la salle. Je peux pas vous faire le tour. Ça va être long. Il y a 208 personnes. D'accord. Donc, ouais. Alors, il y a Jean-Claude qui pose une question. Dans un burn-out, la voie médicale seule suffit-elle? Demande Jean-Claude. Dans un burn-out? Ah non. En burn-out. Non. Ah non, je pense qu'il faut toujours combiner. C'est très rare quand je dis non catégoriquement. En effet, la médecine traditionnelle, comme je dis, c'est important d'y avoir accès, d'y aller, parce que quand le corps physique est touché, c'est la médecine traditionnelle. Maintenant, pour sortir de la burn-out, il n'y a pas de hasard. Si on vit un burn-out, c'est qu'il y a vraiment quelque chose dans notre vie qui ne va pas. On a besoin de changement. Si je guéris mon si je prends des médicaments pour aller mieux et que je recommence à faire la même chose, de toute façon, je vais refaire un burn-out. Ça veut dire, le burn-out, c'est vraiment comment dire, j'arrive devant un mur et là, j'ai le choix. Je change ou je tombe. C'est vraiment ça, le burn-out.
Donc, en effet, la médecine traditionnelle, et ça, je ne cesse de le dire, allez voir votre médecin, c'est toujours important quand le corps physique est touché. Les médecines de l'esprit, les médecines énergétiques, en effet, vont aider à apaiser la douleur, par exemple. Mais si j'ai une jambe de cassée, je vais pouvoir prier tout ce que je veux prier. Ma jambe, elle va pas se remettre, hein, je vais déguster. Donc, la médecine traditionnelle, moi, mon rêve dans un monde parfait, ce serait un travail main dans la main, tous ensemble. Ce serait formidable. On pourrait faire de Ça super. arrivera. Mais Moi, j'y crois. j'y crois. Moi aussi. Mhm. Comme Euh, une conférence sur l'enfant intérieur. Ah ouais. oui, c'est ce que Ça, j'allais te dire. c'est mon Elle te donne dada. une idée, Françoise. Elle te donne une idée de conférence et Et c'est d'atelier. comme on dit toujours, il n'y a pas de hasard. Cet après-midi, donc, je faisais ma petite pause méditative. Hein. Tu sais, je fais toujours mes petites pauses comme ça dans la journée. Et alors que je faisais cette pause méditative, j'ai des images qui me sont arrivées. Et c'était assez bizarre. Hein. Je me voyais bébé quand je suis née, quoi. Voilà, bébé, tout petit bébé, je venais de naître. Et je me voyais aujourd'hui. Et j'étais à côté de ce bébé et j'avais ce bébé dans mes bras. Enfin, c'est-à-dire que j'avais mon petit bébé, la petite Marie là, qui venait de naître. C'était assez étrange. Et là, ce soir, on me parle de faire une conférence sur l'enfant intérieur. Mais si je n'ai pas compris le message, merci Françoise. Bon, Jean-Claude te remercie pour ta réponse. D'accord. Sinon, il y a Marie-Christine qui dit la cousine de maman s'appelait Simone et a fait plusieurs tentatives de suicide. D'accord. Parce que là, je vous dis tout, j'ai un monsieur qui s'appelle Robert qui est près de moi, qui s'est suicidé en 1986. Hein, et le message qu'il avait à faire passer à sa famille, ah ouais, ça y est, c'est un monsieur qui est mort par pendaison et il dit qu'il a fait ce choix car il ne pouvait pas accepter de voir la maladie le dégrader et affliger ça à sa famille. Donc voilà, c'est le message qu'il avait à faire passer ce soir. Il y a Merci. Merci, waouh. Hmm. Marie demande comment se débarrasser, se nettoyer des parasites énergétiques. Alors, se nettoyer des parasites, les faire partir, c'est pas compliqué. Ça, c'est simple. Hein. Mais si on ne nettoie pas les blessures qui créent des failles dans nos couches auriques, elles vont revenir. Vous savez, c'est l'histoire des moustiques. Hein. Vous avez la fenêtre votre fenêtre qui est ouverte, d'accord? Vous avez plein de moustiques. Alors, vous mettez une bombe là pour les... Hop, mais vous laissez la fenêtre ouverte. Ils vont revenir. Comprenez ce que je veux dire? Ce qui est important, c'est vrai. Alors, les enlever, c'est facile. Hein, on a la capacité énergétiquement de dire, on a notre libre arbitre. Hein. C'est comme les esprits. Avant, j'avais peur des esprits. J'avais peur. Maintenant, j'ai compris qu'ils ont bien plus peur que moi. Et quand je dis maintenant tout le monde dehors, non, je n'ai pas dit aller dehors maintenant. Je dis tout le monde, ils vont dehors. C'est-à-dire que vous avez votre libre arbitre. Vous avez la capacité de dire, waouh, maintenant, tout le monde s'éloigne, tout le monde se dégage. Mais ce qui est important, c'est d'aller nettoyer la faille. Parce que si je laisse cette faille ouverte, automatiquement, ils vont revenir. Et se nettoyer énergétiquement, c'est s'ancrer. On s'ancre dans le sol. Bon, on va faire un petit nettoyage et puis un truc d'amour, là, si vous voulez, ce soir. Ouais, super. Je voyais ton regard. On va le faire. Et puis, comme ça, voilà, au plus que je vous explique, on va le faire. Voilà. Et en même temps, ça va faire du bien. Je pense qu'autour de ce soir, il y a beaucoup de présences qui ont besoin aussi de retourner à la lumière. Donc, comme ça, en même temps, on va faire monter quelques âmes. Est-ce que vous Et puis après, on terminera là-dessus parce que après, on pourra aller se coucher avec la bulle d'amour et les nettoyages, etc. Exactement. Ça va être super, ouais. Séverine, vous allez pouvoir aller sur le site de l'académie et vous trouverez et vous pouvez aussi aller sur YouTube. Ce sera peut-être plus facile. Hein. Encore, vous tapez le nom de Marie-Noël Bon à Académie Nouvelle Vie et vous trouverez toutes les conférences de Marie-Noël avec les ateliers. Voilà. Françoise, quand j'ai fait Noémie, mon médecin m'a dit que c'était un suicide. Faut pas toujours croire les médecins.
Non. Ils n'ont pas toujours raison, ils n'ont pas toujours tort non plus, hein. Non, Certains sont non, très non, bien. bien sûr. J'ai rencontré des médecins très, très bien. Il y en a d'autres, bah, ils sont peut-être blasés aussi, hein. Peut-être qu'ils ont aussi besoin de faire un coaching spirituel, hein. Je vais le proposer. Eh bien, écoute, on peut y aller parce que là, je crois que c'est bon. Est-ce Alors, que ce que je vous propose, on va faire un petit nettoyage énergétique. On va retirer les petites entités, les petites larves, hein. Même si on n'a pas nettoyé les failles, on va déjà vous alléger. Et puis ensuite, on va terminer pour Jojo sur le protocole avant de s'endormir. Et puis, vous allez tous dormir comme des bébés, comme ça. super, merci. Ok. Je bois un peu avant. Ok. Alors, je vous invite à fermer vos yeux, si possible, et les pieds posés sur le sol. Et je vous invite à faire une profonde inspiration par le nez. C'est comme si vous vouliez emplir tout votre corps d'oxygène. Et de respirer lentement par la bouche. Et quand vous soufflez, c'est comme si vous vouliez expulser tout ce qui n'a plus lieu d'être en vous. La fatigue de la journée, les tensions. Vous lâchez tout. Et vous reprenez une autre inspiration par le nez. Et à chaque fois, inspirez au-delà de l'oxygène. Inspirez l'énergie. Et vous expirez. Et une troisième inspiration. Et je vous invite à dire, au nom de je suis, qui je suis. Au nom de je suis, qui je suis. Je demande maintenant à activer mon système d'auto-ancrage. Afin de renvoyer à la Terre toutes les énergies densifiées de mes corps. Toutes les énergies densifiées de mes corps. Et je vous invite à porter votre attention au-dessus de votre tête. Et vous allez dire, je demande maintenant, au nom de mon âme, à activer ma connexion avec la plus haute source d'amour inconditionnel divin. J'active ma connexion avec ma plus haute source d'amour inconditionnel divin.
Et je vous invite à dire, j'accepte au nom de l'amour et de la paix divine, de lâcher et de me libérer de toute énergie densifiée du passé. J'accepte maintenant de renvoyer tout cela à la terre, ma mère, afin de les transmuter en pur amour inconditionnel. Et pendant que vous laissez toutes ces énergies densifiées, ces énergies du passé, s'évacuer vers la terre, vous allez répéter après moi. Au nom de je suis qui je suis, au nom de je suis qui je suis, et pour le bien de l'évolution de mon âme, pour le bien de l'évolution de mon âme, en accord avec les plans divins, en accord avec les plans divins. J'ordonne maintenant que toute entité, parasite, larve ou autre entité énergétique qui se trouve dans mes corps ou dans mes couches auriques, j'ordonne à présent qu'elle soit immédiatement renvoyée sur les plus hautes sphères divines, afin d'être libérée de leur souffrance et d'être en paix maintenant. Donc je répète, j'ordonne que toute entité, parasite, larve ou autre entité énergétique qui sont dans mes corps, dans mes couches auriques, j'ordonne maintenant qu'elles soient renvoyées sur les plus hauts plans divins, maintenant. Et afin d'être libérées de leur souffrance. Et je vous invite à dire, au nom de la paix, de la justice divine, au nom de la paix, de la justice divine, je demande avec amour et gratitude à la lumière de la Sainte Trinité
d'envelopper toutes les âmes désincarnées ici présentes, de les envelopper de son amour inconditionnel. Libère-les de leur souffrance. Donne-leur la paix. Et accompagne-les jusqu'à leur source de lumière. Et maintenant, nous allons préparer votre nuit. Et je vous invite à dire, au nom de je suis qui je suis, j'accueille en mes corps l'amour inconditionnel de la source divine. Je laisse cet amour descendre sur moi et autour de moi, m'envelopper telle une protection. Je laisse cet amour se diffuser en moi, dans tous mes corps, dans toutes mes couches auriques et bien au-delà. Je laisse cet amour circuler dans tout mon corps. Que cet amour me nettoie, que cet amour me purifie, que cet amour me nourrisse, que cet amour me protège. L'amour inconditionnel divin est autour de moi. L'amour inconditionnel divin est à l'intérieur de moi. Je suis l'amour inconditionnel. Je vous invite à inspirer cet amour. Inspirez. Faites-le grandir en vous. Remplissez-vous de cet amour. Et bien au-delà de votre corps, laissez-le s'écouler dans la pièce dans laquelle vous êtes. Remplissez cette pièce. Laissez cet amour s'écouler au-delà de votre lieu, au-delà de votre ville ou village, au-delà de votre région, au-delà de votre pays. Laissez cet amour circuler, s'écouler encore et encore. Et mettez l'intention d'envelopper la terre de cet amour. Envoyez tout cet amour inconditionnel à toute la population de la terre. Plus vous envoyez cet amour à la terre et plus vous recevez de l'amour inconditionnel. Vous êtes devenu une source d'amour inconditionnel. Vous recevez, vous donnez, vous recevez.
quand vous vous sentirez prêt, à votre propre rythme, en douceur, vous pourrez inspirer et revenir à ici et maintenant. Merci Marie-Noël. De rien, enfin. Alors, quand vous êtes revenu, mettez un petit OK. À voir si on a perdu personne en route. Pour Françoise, de toute façon, vous aurez le replay. Vous pouvez refaire. Alors, Marie, cette souffrance due à un secret, oui, en effet, certaines souffrances peuvent être directement liées à des secrets de naissance, des secrets de famille, enfin des secrets de polichinelle, parce que souvent, les secrets sont connus, mais on n'en parle pas. Magnifiquement inspirée ce soir, Marie. Merci. Petite Christine. Merci, 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 merci. Oh, Israël, merci Seigneur, il reste encore des gens bien. Oui, il y pas en a désespérer. il y a plein de gens bien, plein. Il y a beaucoup de gens bien. Généralement sur les médias, on met on met la lumière sur les gens qui sont pas trop dans la lumière justement, mais il y a beaucoup de gens bien dont on parle pas. Ah, il y a une personne qui s'appelle Romy. C'est génial. Ouais. J'ai ma petite fille, elle s'appelle Romy. Ouais. Merci. Beaucoup de merci là pour toi, Marie-Noël. Merci. Beaucoup de gratitude. Merci à vous d'avoir été là pour cette conférence et n'hésitez pas à partager le lien pour que les personnes puissent voir en replay. Oui, tout à fait. Parce qu'il est important de sortir ce sujet du placard pour permettre justement aux personnes de sortir de cette souffrance. Parce que plus on va en parler, et moins ça va être un sujet tabou, et plus on va être à l'aise avec. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la dépression nerveuse, il y a 30 ans, on mettait carrément en psychiatrie. C'était vraiment une maladie. Enfin, voilà, on était vraiment en psychiatrie, quoi. Alors que c'est un mal-être, c'est une maladie. Enfin, c'est un mal-être. Et aujourd'hui, c'est un peu plus reconnu, mais et encore, pas complètement. Mais il y a 20 ans, waouh. On ne disait pas qu'on était dépressif. De toute façon, aujourd'hui, peu de personnes osent dire. On emploie maintenant le terme burn-out. Voilà, c'est un terme anglais. C'est beau. Oui, burn-out, oui. Pour toutes les personnes, parce que j'ai vu tout à l'heure, là, il y avait des personnes qui voulaient savoir où trouver. Oui. Françoise me dit, puissant, merci, à quand le voyage initiatique à la Ben oui, le tambour, mon tambour, oui. Ah ouais, mais il va venir mon tambour. Je voulais juste dire, si ça vous intéresse, si les conférences de Marie-Noël vous inspirent comme ça, il y en a beaucoup d'autres sur la guérison, sur l'abondance, sur l'envoûtement, je ne sais plus combien tu en as fait, Marie. Les petites âmes aussi. Les petites âmes, exactement. Donc ça, vous pouvez tous les retrouver. Si ça vous intéresse, les ateliers sont toujours valables. Vous pouvez toujours les acquérir avec le replay. Donc, de toutes les conférences de Marie-Noël. Alors, je ne sais pas si vous ressentez cette énergie qui arrive pour les personnes. Je ne sais pas si vous la ressentez. On est en train de recevoir une énergie très, très puissante. C'est une énergie vraiment, moi j'adore cette énergie. C'est une énergie de purification, mais d'une puissance extraordinaire. Alors, accueillez cette énergie, accueillez-la. Fermez vos yeux juste quelques instants et dites: j'accueille cette énergie. J'accueille cette énergie. Alors moi, je suis à 50 degrés là. J'avoue que j'ai eu très chaud tout à l'heure, oui. C'est une énergie très, très puissante. J'aime bien ces énergies avec lesquelles je connais pas leur nom,
Mais on m'a dit que c'était pas important, donc je les utilise, voilà. Plutôt que de connaître le nom. De toute façon, j'aime pas les étiquettes, ça tombe bien, ils veulent pas me dire. Voilà. Ok. Jeanne, Ça me picote partout. C'est normal. Un soin énergétique, c'est un petit peu comme, vous savez, si on décollait, on décolle des choses. Donc, Jeanne, je vous conseille de dire, je lâche cela maintenant. Waouh, je m'en libère. Allez, zouf. J'ai regardé toutes les conférences de Marie-Noël. Trop bien, dit Christine. Merci, Christine. Oui, c'est vrai. Daniel dit aussi, merci pour vos conférences et ateliers intéressants et accessibles. Ça, je le dis, c'est très accessible, vraiment. Merci, vous êtes super. Ouais, c'est grâce à vous, tout ça. Énergie gaie, ouais. Une pluie abondante de lumière. Super. Et oui, vous aussi, vous pouvez devenir comme moi. Bon, je crois que je vous embrasse tous très fort. Je vous envoie plein. Terminer sur cette super lumière, super énergie qui nous arrive. Voilà, plein d'énergie. Et croyez en votre âme et aux ressources qui sont en vous. Vous avez des ressources inestimables en vous. Merci. Gratitude, Marie-Noël. Belle soirée. Merci beaucoup. Belle soirée. Au revoir. Au revoir.